Bonjour. Alors non, j'ai pas des soucis de connexion, j'ai réussi à faire le champion et débrancher le câble Ethernet pendant le stream. Donc excusez-moi. Ah là là. Hop, donc je vous laisse revenir. Désolé pour ce petit intermède. Ah putain. Donc j'en étais où? Oui, donc probablement synchronisation des airdrops potentiels. On va voir ça. Et voilà, je pense que c'est quand même un coup intéressant à suivre, même si vous ne le jouez pas forcément. Notamment, ce que je trouve assez sain, c'est l'idée d'engager les protocoles euh, avant, euh, avant le lancement. Et ça aussi, c'est permis par... ils utilisent assez bien un des avantages du design, des changements qui sont opérés par rapport à CRV, où donc, je vous le rappelle, comment dire? Pardon, je me perds. Donc, quand vous verrouillez le token vélo dans le contrat de Vélodrome, donc le VE vélo, vous le verrouillez pour une période de temps donnée pour obtenir de la puissance de vote et ainsi de suite. C'est représenté par un NFT. Et donc là, ce qu'ils vont distribuer au projet, c'est directement des VE vélos sous forme de NFT. Et ça, c'est pas mal aussi, puisque ça permet de... ils donnent un airdrop au projet, mais c'est pas un airdrop freeride, quoi, j'ai envie de dire. C'est un airdrop où ils ont une certaine puissance de vote au début qui est quand même pas négligeable, puisqu'ils vont avoir 1% pardon, de la puissance de vote initiale. Mais bah, ils n'ont pas le choix, enfin ils sont en VE vélo déjà, quoi. En fait là il leur reste deux options, soit ils dumpent leur NFT via un deal OTC ou autre, mais ça va pas faire très sérieux, ça va être on-chain, et du coup je pense que voilà, leur collaboration avec Velodrome s'arrêterait ici, ou alors ils rentrent dans le jeu en utilisant leur puissance de vote pour pousser leur propre pool sur un token donné, faire des partenariats avec d'autres projets pour décider quel pool ils vont pousser ensemble, et ainsi de suite. Donc c'est un peu une manière de commencer ce petit jeu de trône, quoi, avant même que le protocole soit live, puisqu'il y a eu pas mal en arrière-boutique, je vous le cache pas, ces derniers jours, de petites négociations, discussions, planification, de alors toi tu votes pour qui, viens on fait peut-être une poule ensemble, et des trucs comme ça, quoi. Donc ça je pense que c'est pas mal pour l'excitation initiale. Après est-ce que ça va suffire à impliquer tout le monde? C'est à voir. Et après un autre truc à avoir en tête aussi, c'est tout simplement la TVL qui est là en ce moment, quoi, qui est pas encore énorme sur Optimism, si je vous dis pas de bêtises. Donc là, on est quand même on est quand même à 469 millions, donc c'est pas rien pour un roll-up. Mais vous voyez que c'est quand même en gros un cinquième d'Arbitrum. Euh, donc à voir si ça va vraiment un peu renverser la tendance. Puisqu'en tant que DEX, Vélodrome va être un peu je veux dire, son succès va être directement indexé sur les besoins de liquidité qu'il y a sur Optimism. Donc voilà, pour vélo, c'est à peu près tout ce que j'avais dans mes petites notes, je crois. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je vais vous laisser une minute ou deux avant de partir sur le nouveau plan de Frax. Mais ouais, et les dates à avoir en tête, c'est donc 31 mai, c'est quoi? C'est mardi. C'est ça, c'est mardi. Ce mardi, ça se lance. Et les airdrops sont claimables, autant côté protocole que côté user, il me semble. Et ce que je vous ai dit là sur l'airdrop, c'est pour les protocoles à qui ils donnent des VE vélos, donc des vélos déjà loqués dans le système. On va pas refaire le chapitre. Par contre, je crois que côté utilisateur, ils ont du vélo liquide. Donc là, à vous de voir. Et si ça veut dump, ça peut dump. C'est vrai qu'après, il y a le grand débat de que faire des tokens OP qu'on va recevoir avec la multisig de DeFi France. Ah là là. Et oui, c'est vrai que la question de fond, elle est bien. Merci JCL 8784 dans le chat. C'est est-ce que tout ça, ça a au fond un intérêt par rapport à Curve? Parce que je vous rappelle qu'il y a aussi Curve sur Optimism, hein. Bon, après, ça doit pas être la folie là-bas. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Mais Curve est déployé sur pas mal de roll-up. Euh, bon, voilà. Après, vous voyez, il y a 15 millions de TVL sur le Curve Optimism, sur deux pools. C'est vraiment pas la folie, quoi. Ouais, trois poules au total. Euh,
16 millions de TVL pour 300K de volume. Donc, a priori, si leur modèle d'incitation est bien fichu, ils vont pouvoir attirer quand même plus de liquidité que ça. Et c'est vrai qu'après, là, il y a un des trucs aussi que j'ai un peu passé rapidement, c'est les frais. Mais les frais prévus sur les pools sont beaucoup plus bas que ce qui se fait ailleurs. Je crois qu'on est sur... alors, il mentionne ici 0,02% de trading fees. Mais là, je pense qu'on est sur les paires stables. Après, il mentionne un peu plus bas, je crois dans leur changelog, que il y a la possibilité de changer le fees. En gros, d'avoir un fee... Voilà, c'est ça, ici. En gros, un fee de base pour les paires stable et un autre fee probablement plus élevé que les paires volatiles. Donc, à voir ce que ça va donner et comment ça va s'aligner. Et c'est vrai que faut pas oublier aussi le côté curve, les fees, curve pardon, mainnet du coup, les fees de la strip pool ont été baissées, il me semble. Alors je sais plus à combien ils en sont exactement. On peut aller voir. Avec des projections qui en gros disaient écoutez les gars, la strip pool elle est un peu au cœur de tout, donc en fait baisser les frais sur la strip pool c'est une bonne affaire parce que ça va booster les volumes observés sur toutes les métapools qui utilisent la strip pool, et donc en fait même pour les CRV holders c'est plus bénéfique sur le long terme. Alors, attendez, j'essaie de charger la strip pool ici pour voir un peu où on en est côté frais, parce que j'avais vu ça passer au stade de proposition, mais je ne sais pas si on en est arrivé à l'implémentation effective. Ouais, c'est ça. Vous voyez que là, ici, on est sur un BPS de frais, quoi, maintenant, sur la strip pool. Et oui, en effet, donc, une des plus grosses différences entre les deux modèles, entre le modèle Curve et le modèle VE33 revisité, on va dire, je crois que c'est la même sur l'autre qui est sur Polygon, c'est vraiment ce fait que les LP maintenant sont plus rémunérés sur les frais qu'ils collectent sur leur paire. Ça part à la place aux voteurs sur la pool donnée, mais uniquement dans leur token. Donc ça a des conséquences. Ça peut avoir des conséquences moins désirables côté LP, parce que c'est un peu moins intéressant pour eux. Ils ont une position moins edgée, on va dire, en termes de yield qu'ils produisent, puisqu'ils sont maintenant 100% dans le token de l'échange. Mais ça a des mérites, disons, côté ceux qui votent sur les pools, puisqu'en votant sur les pools, en soutenant leur propre liquidité, s'ils arrivent effectivement à développer une bonne liquidité avec des volumes décents, ils vont maintenant créer une source de revenus. Et donc là, vous vous doutez bien que côté, quand Vélodrome est allé démarcher ses différents projets pour son lancement, ses différents partenaires, ça a été un argument assez solide à faire valoir. Alors après, on se retrouve toujours dans le même truc. Combien ça va leur coûter effectivement sur le long terme? Est-ce qu'ils vont pas payer plus en bribe que ce qu'ils collectent en revenus sur la LP et ainsi de suite? Et là, c'est des choses un peu dures à anticiper tant qu'on n'est pas live, quoi. Alors, notre petit point du jour que je trouvais assez fascinant, c'est l'idée de créer une base pool chez Frax. Et en fait, il y a pas mal de choses dans cette proposal. Il n'y a pas que la base pool, il y a aussi la demande de whitelist pour que Stake puisse staker, pour que Frax puisse staker, enfin vote escroc plutôt, des CRV. Puisque je vous rappelle que donc interagir avec le contrat pour lequel est CRV, c'est permis à n'importe quel IOA, une adresse simple, mais à partir du moment où vous êtes un smart contract, ça devient limité, il y a une whitelist. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a 3 protocoles qui sont whitelistés, c'est Convex, Stake et Yearn. Et donc, Frax, jusqu'à ce jour, bien que grand farmer de CRV, n'était pas whitelisté, ce qui aboutit aussi, alors ça c'est à vous de voir, mais au fait qu'il y a pas mal de CRV qui sont vendus par Frax à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, ça, à ce niveau-là aussi, ça pourra permettre d'adresser ça. Donc concrètement, la proposal, elle est assez simple, elle a plusieurs composantes. La première, c'est de créer une base pool de Frax USDC. Et donc ça implique une action de la part de la Team Curve, puisque en gros, il n'y a que eux qui ont le droit de créer ce type de pool-là, particulièrement pour l'instant. Après, ça serait de voter pour avoir une gauge CRV sur cette base pool. Donc là, une fois que la pool est créée, ça ne devrait pas être trop difficile à obtenir. Et après, il resterait donc
un autre vote on-chain pour permettre d'avoir la Frax Base Pool en tant que Base Pool quand on crée des pools sur Curve. Donc là, c'est-à-dire un token, un autre stablecoin qui voudrait créer sa pool, une fois que ce vote-là est passé, pourrait créer une méta-pool contre la pool Frax USDC. Et enfin, la dernière jambe de tout ça, le whitelisting de Frax pour staker du VECRV. Et après, en fait, l'idée, c'est que tout ça se connecte ensemble, puisque, en fait, il y a toute une idée de partage des revenus obtenus après, euh, donc des revenus obtenus par Frax, via la gauche, aux différents projets qui utiliseraient cette Frax Base Pool comme pool de base pour leur pairing. Donc c'est un truc assez synergétique à première vue, un peu dense aussi, on va pas se mentir, hein. Mais à voir où ça peut aller. Moi, ça me plaît assez. Alors après, bien sûr, il y a la base USDC, mais ça, c'est pas très... je veux dire, on peut pas tellement faire grand-chose d'autre maintenant. Euh, mais ça ouvre pas mal de potentiel. Et donc, côté partage des revenus, vous avez un exemple ici avec Mime. Alors, marrant pourquoi ils ont choisi Mime, mais pourquoi pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de supply encore, j'imagine. Et donc, l'idée, c'est qu'en gros, en fonction du volume apporté sur cette... Pardon, pas du volume. En fonction de la TVL apportée sur cette base pool, les projets pourraient recevoir la part des revenus générés par les incentives VE et VECRV et VLCVX obtenus par leur pool. Donc c'est un côté un petit peu flywheel-esque, on va dire. Euh, mais bon, après, c'est encore assez frais, ça date d'il y a 3 jours. Donc on va voir comment ça prend. Du point de vue signalement, je crois pas qu'il y avait un petit sondage là, non? Non, il n'y a pas de sondage, juste euh, des commentaires. Mais bon, la réponse a l'air assez positive pour l'instant. Et ouais, il y a aussi un autre truc intéressant, c'est que Frax veut quand même garder une portion de ses CRV liquides. Alors c'était eux qui mentionnaient ça. Mais en gros, ils mentionnaient que ils ne devront plus de CRV à l'obtention de la whitelist. Et qu'à la place, il y aura une partie en VECRV et l'autre partie en CVX CRV. Euh, donc à voir à ce niveau-là, j'imagine que la part CVX, c'est pour avoir un flux de revenus un peu plus simplifié, quoi. Probablement, ça va être un truc qui est autocomposé. Mais voilà, intéressant de voir un peu les interactions convexe-frax, frax-convexe, aller un peu dans tous les sens. Et donc oui, à l'heure d'aujourd'hui, sur Curve, la seule base pool, c'est la Sripool. Euh, et, euh, et là, du coup, ça reviendrait à avoir les deux qui cohabitent, j'imagine. Attendez, on peut aller voir ça de toute façon dans la création de pool. C'est un peu grand. Ouais, c'est ça, vous voyez là, en gros, ça se fait dans le pool type quand vous choisissez ici. Et là, si vous choisissez ce qui s'appelle une méta USD, ça veut dire par définition une pool PEG, enfin pas PEG, mais qui va utiliser la Sri pool en base, quoi. Donc à voir, mais là j'imagine qu'une fois qu'une proposal telle que la Frax Base Pool sera implémentée, en choisissant méta USD, vous aurez après le choix de ok, mais quelle base d'USD tu veux? Est-ce que tu veux la Frax Base Pool avec Frax USDC ou est-ce que tu veux la Sri pool avec DAI USDC USDT? Et peut-être qu'après, cette même logique peut s'envisager au niveau des méta BTC. C'est marrant, ils n'ont pas MetaX encore. Parce qu'il n'y a pas de Sri pool sur X. Alors, une question intéressante dans le chat sur la collatéralisation de Frax. Ouais, c'est une question un peu dense après, mais je ne sais pas s'ils veulent vraiment revenir à 100% Frax. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le silo de ce qui s'est passé avec UST, ils ont donné des gages un peu, disons, à ce niveau-là, parce que les gens étaient un peu inquiets, quoi. Alors, là, je vous mets la page de Frax parce que vous pouvez voir ce chiffre-là qui est assez intéressant, qui est le taux de collatéralisation du Frax, où en effet, on a eu une sorte de V assez élargie, on peut le dire comme ça, où en gros, on a été entre 100 et 82%, je crois, qui est le plus bas observé depuis le début.
Mais depuis quelques mois déjà, ils sont vraiment dans une tendance à re-augmenter le collateralization ratio. Maintenant, on est plus proche des 90%. Donc ça, c'est la quantité, en gros, d'USDC qui est en trésor pour un Frax émis. Alors moi, je t'avoue que j'ai du mal à envisager... Enfin, je trouve que Frax perdrait beaucoup de son intérêt s'il arrivait à 100% de collateral ratio, puisqu'en termes d'efficacité du système en général, ça devient moins intéressant. Après, le truc, c'est que euh, Frax, contrairement à Luna, a énormément de sa liquidité qui est contrôlée par le protocole lui-même. Et donc ça, d'un point de vue de maintien du PEG, c'est quand même assez avantageux, puisque si la majorité de ta liquidité est contrôlée par ton protocole, en fait un dépeg c'est quasiment inenvisageable, puisque le protocole peut lui-même réajuster sa propre liquidité sur son stable si besoin. Donc c'est vraiment une question d'équilibre des forces, quoi, mais il faut avoir en tête que ce qui a permis la possibilité du bank run sur Luna, bon, il y a plein de choses. Il y a le fait que le supply était énorme par rapport à... l'UST était énorme par rapport au Valo et tout ça. Mais aussi le fait que, bah oui, en fait, il y avait en existence assez d'UST pour faire péter le PEG largement par rapport à la liquidité qui était dispo sur Curve. C'est-à-dire qu'on avait un stable... alors là, les chiffres, c'est un peu de tête, hein, mais à un moment donné, vous aviez 20 millions d'UST. Ok, ça c'est cool. Pour une pool curve qui faisait 1 milliard. Sachant que la pool, elle est à peut-être un peu plus, mais voilà, peut-être 2 milliards, on va dire. Et que la pool est à 50-50 UST 3 pool. Donc vous voyez bien que là, en gros, ça voulait dire que vous avez concrètement 20 fois plus de stable en existence que de liquidité pour l'encaisser si les gens veulent exit. Ce qui n'est pas fou comme situation, quoi. Côté Frax, on est quand même sur un truc beaucoup plus équilibré et où bah, une grande part de la liquidité est contrôlée par le protocole. Donc les AMO, comme ils les appellent, peuvent ajuster la liquidité rapidement s'il commence à y avoir des épisodes un peu d'excitation, on va dire. Alors, j'ai pas regardé l'étude de Nansen, mais je l'ai vu passer hier. Ouais, ça avait l'air pas mal. Hop, ça donne quoi ça en time? C'est quand même beau. C'est assez stable. Ouais, ah non, c'était le. Merde, c'était le FPS. Ah, c'était la market cap que je voulais voir, moi. Tant pis, on l'a pas. Euh, donc ouais, pour la base pool frac, ça va donner un truc assez intéressant, je pense, parce que c'est assez bien dans la lignée de ce que Frax propose, quoi. C'est-à-dire, c'est pas juste un peu du marketing en mode coucou, viens pairer ton stablecoin contre notre Frax, tu vas voir, c'est génial, c'est trop cool, on est super. C'est qu'en fait, maintenant, il y a vraiment. En fait, c'est un peu l'étape d'après par rapport à ce qu'ils avaient déjà mis en place, quoi. Ils ont une puissance de vote très conséquente. Donc, ça va permettre déjà de faire que cette base pool, elle aura un taux intéressant. Je vous rappelle que la pool Frax elle reste à des taux assez élevés en termes de yield CRV, malgré le fait qu'elle ait 1,5 milliard de liquidité là-dedans ou un truc comme ça. Donc là, ils vont pouvoir recentrer, si vous voulez, cette puissance de frappe vraiment sur juste leur token à eux et l'USDC pour le coup. Ça, c'est le 1. Mais moi, là où je vois le plus d'intérêt, c'est au niveau d'un modèle plus partners, affiliés, j'ai envie de dire, pour les gens qui vont ramener de la liquidité sur leur pool. C'est-à-dire les autres projets qui vont utiliser la Frax Base Pool comme leur pool de pairing pour leur stablecoin. Bah, du coup, ils ont là donc déjà là, ça leur donne accès au yield de base sur la base pool qui est pas dégueulasse, au support de Frax potentiellement à d'autres niveaux, mais aussi bah, comment dire, à une part des revenus générés par la liquidité contrôlée par Frax directement. Euh, donc ça, c'est vrai que là, il y a peut-être pas mal d'arguments côté projet, et peut-être qu'on va voir pas mal de projets migrer vers cette base pool. Comme c'était un peu envisagé initialement avec la four pool, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a été un petit faux pas pour Frax, ça on peut se le dire aussi. Je pense que ça les a un peu, euh, ça a un peu refroidi aussi la perception de Frax dans l'opinion publique, on va le mettre comme ça. Parce que oui, donc
c'est cette fourpoule qui était envisagée avec l'UST et qui avait commencé à être déployée et qui a fini dans, dans un éclat assez brutal. Donc voilà, moi c'est les deux trucs que je regarde sur la guerre de la liquidité en général, les curve wars. Je pense qu'il y a de quoi faire, ça va être assez intéressant. Côté base pool de Frax, ça va quand même mettre pas mal de jours à bouger, hein, parce que bon là voilà, on était sur une petite proposale de signalement, on va dire, dans la gouvernance de Curve il y a 3 jours. Donc le temps que ça passe au vote et que les développements soient faits et ainsi de suite et les intégrations, je pense qu'on en a encore pour quelques semaines au minimum. Par contre, Vélodrome, euh, côté Vélodrome, on est donc sur le 31 mai, dans 2 jours. Donc, n'hésitez pas à faire vos devoirs avant le lancement. C'était un peu l'idée de ce live aussi, de profiter de ce timing assez exceptionnel pour pouvoir vous donner un peu le récap avant même le lancement, puisque c'est un sujet que moi j'ai pas mal creusé, pour différentes raisons, et notamment aussi parce que Liquity fait partie des partenaires de lancement qui vont donc recevoir ce VE-NFT. Et donc, il y avait la question de savoir, ok, comment on joue ce jeu-là, nous, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et vers où on va. Euh, et donc, JCL à 87-84, je sais pas, ça dépend de qu'est-ce que tu veux que je parle sur l'equity. Je pourrais hélas pas vous donner de l'alpha spécifique en français, ça c'est sûr. Mais ouais, on peut en parler un peu si vous voulez. Après, je pensais faire un petit marathon l'equity Fit Token Brice très prochainement. Donc voilà, ça peut-être si c'est des questions plus en détail sur le système et ainsi de suite, ça sera peut-être le meilleur endroit. Et sinon, pour savoir si on va vers plus de 100 ou on va tous se faire des câlins parce que le prix a fait x2 dans quelques semaines, ça vous savez que c'est pas mon deal. Je vous laisse voir ça entre vous. Ah, mes avis. J'aime pas trop donner mes avis sur plein de protocoles. À chaque fois, vous me demandez, ça me fatigue toujours un peu. Ça me fatigue même qu'on me le demande. Parce que j'imagine que c'est parce que j'ai pas bien fait mon travail que vous me le demandez. Euh, Donc non, en plus, la plupart des protocoles que vous me demandez en avis dans le chat, euh, c'est des trucs où vraiment j'ai donné mes avis sur des trucs similaires à différents instants, que ce soit sur mon blog ou sur le Twitch. Donc en soi, mon avis, vous l'avez en creux. Euh, et enfin aussi de la même manière, je vais le rappeler juste une fois, hein, mon avis est souvent en creux, donc vous remarquerez par exemple que sur cette chaîne on n'a jamais mentionné encore Terra, Luna, à part pour dire what the fuck, quelques fois et discrètement on va dire. Voilà, ça c'est un bon exemple d'un avis en creux. Quand il y a un truc que j'estime pas pertinent, je lui donne pas de présence à l'antenne, aussi simple que ça. Parfois j'ai pas le temps d'aller plus que ça. J'ai pas le temps de faire des lives de dénonciation de la moindre merde qui sort toutes les 2 semaines. Donc voilà, parfois il faut se contenter de ça. Mais donc pensez à ça aussi, que si vous avez un protocole oméga giga génial et que vous m'avez jamais vu en parler sur la chaîne, voilà, c'est peut-être que mon avis vous l'avez déjà. Si le truc était si génial que ça, j'en aurais probablement parlé. Euh, Tiens, alors, quelqu'un qui me pose une question sur la proposale de Paraswap, c'est vrai qu'on peut aller faire un petit tour là-dessus, puisque c'est un peu dans le sujet, vu qu'on parle d'une en gros, une proposale qui évalue l'idée de faire un modèle VE sur PSP. Et attendez, je regarde juste avant ça si vous avez quoi comme autre question. Wow. Alors, on va les prendre dans l'ordre. C'est quoi le endgame du stablecoin entre under-collateralized, scalable et over-collateralized, difficile à scale? Ouais, il y a des réalités entre les deux, hein. Et puis après, il y a aussi des trucs, mine de rien, il ne faut pas trop leur enlever ça, comme Frax, où on est quasiment full collateralized, ça scale quand même pas mal. Donc, je pense qu'il y a de la réalité un peu dans tout ça, c'est encore dur de dire où on va. Après, c'est sûr que le endgame est a priori pas sur la pierre philosophale de la DeFi qui est un stable qui serait parfaitement à 1 $, backé par un token parfaitement volatile qui lui serait up only, quoi. Ça marche pendant quelques mois jusqu'à que ça marche plus.
Sur le côté rebase de Vélodrome, euh, je sais pas si c'est un must-have, mais je pense que c'est plus un argument pour euh, adresser une des remarques que font les gens par rapport au modèle curve, qui est en gros, oui, ok, donc ton token il a une inflation infinie, et en gros c'est la course aux petits chevaux en permanence pour accumuler toujours plus de CRV pour maintenir juste la même capacité de vote en proportion que j'avais initialement. Donc là, c'est une forme de garantie donnée à ceux qui verrouillent leur vélo en VE vélo, puisque du coup, ils reçoivent cette rebase qui est en fait indexée directement sur les vélos émis à cette époque. Donc en fait, qui fait que compenser la dilution qu'ils ont face aux tokens créés par les LP. Donc, a priori, disons d'un point de vue des idées, en regardant ça juste en termes d'intérêt de chaque acteur, ça peut sembler assez équilibré, ça peut faire du sens. Après, voilà, comment ça va être reçu, comment les gens vont utiliser ça, c'est plus dur à prévoir. Euh, alors, un petit récap des deploys de Curve et Vélodrome sur les différentes chains et L2. Euh, Curve, tu l'as sur quasi tous les trucs qui pèsent, mais après, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction des chains, voilà, sur Optimism, c'est 15 millions de dollars de TVL et 304 volumes. C'est clairement pas la folie. Ça dépend plus voilà, des succès qu'ils ont eu sur différentes chains. Après Vélodrome, on est vraiment sur un truc Optimism spécifique et vraiment, comme tu as pu le voir, centré sur Optimism. Une bonne part du supply token est donnée à la team Optimism. Et voilà, ils ont vraiment travaillé avec des projets actifs sur Optimism. C'est pour ça que j'ai appelé ça j'ai fait un petit tweet ce matin, les local venues pour la guerre des CRV, parce que c'est vraiment ça. Ils construisent comme l'autre, la Dystopia Dex sur Polygon, ils construisent vraiment en synergie avec les protocoles de leur écosystème, de la même manière que Solidly avait essayé de faire ça avec l'écosystème Phantom à l'époque. Euh, alors, on va venir à PSPV2. Il y a un gars dans le chat qui demande c'est quoi l'equity. Donc là, pour aujourd'hui, je vais te donner un article. Et bientôt, tu auras un marathon pour creuser ça. Euh, hop. Et ouais, alors Nono, la question sur les optimistiques versus ZK Rollup. Je suis assez d'accord avec toi sur le long terme. Euh, Après, c'est une question de quel genre de solution tu peux avoir dans le moment. Euh, mais moi, pareil, je crois que je l'avais déjà dit ici, sur vraiment le long terme, je suis plutôt optimiste sur des approches du style ZK, en effet, les trucs Starkware, Aztec Network ou d'autres projets comme ça. Mais elles sont par nature plus complexes, ces approches, et donc assez. Elles prennent le temps pour arriver, quoi. Euh, alors, côté Paraswap, avant que je l'oublie dans les tréfonds du chat, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une recherche, hein, donc c'est pas une proposale articulée, on va calmer les ardeurs tout de suite, mais donc une recherche postée par Mounir il y a quelques jours de ça, qui proposait justement d'étudier l'idée de faire évoluer le modèle staking de Paraswap en mettant en avant les différentes limites qu'il peut y avoir dans le modèle actuel, notamment le fait que il n'y a pas eu tant d'implication que ça, on va dire, dans le jeu de paris sur les market makers, et ce pour différentes raisons, mais probablement les frais en gaz relatifs à toutes ces opérations, les différentes limites du système avec la période de retrait de 7 jours, qui fait qu'en en fait un déposant n'est pas très incité à changer de market maker sur lequel il parie, puisque ça implique des jours sans revenu pour lui, euh, à voir après en fonction de comment il time son end-stake. Euh, et, euh, et qu'en gros, tout ça, ça a créé pas mal d'inflation, ça a attiré de la liquidité mercenaire, mais ça n'a pas forcément marché pour inspirer les intérêts de différents acteurs sur le long terme. Et donc là, on a une proposition d'un modèle VE pour PSP, avec un système de lock, potentiellement jusqu'à 1 an dans la proposition initiale. Et là où ça devient assez intéressant, c'est que il y a aussi une partie sur le partage des frais
donc des frais collectés via le positive slippage qu'il y a sur la plateforme. Donc allez voir la doc si ça vous dit rien, positive slippage. Mais donc c'est assez intéressant puisque c'est des montants quand même assez raisonnables. Et surtout, c'est des frais qui seraient potentiellement payés en stable ou dans un actif en NIS, à voir comment ça va fonctionner le système. Mais c'est des frais collectés sur tout type de token. Et donc, pas des frais inflationnaires, enfin, pas un rendement inflationnaire en PSP. Voilà, après il y a différentes autres améliorations envisagées, comme rajouter des frais aussi sur les Paraswap pools, ou des choses comme ça. Donc, je pense que la discussion est assez intéressante. Je vous la remets dans le chat au cas où si vous ne l'aviez pas vu. Après, voilà, c'est pareil, c'est un truc, on est au stade de recherche sur le Gov Forum. Donc ça veut dire qu'on en a quand même pour plusieurs semaines, mois, avant d'arriver à quelque chose en production, je pense. En partant du principe que la communauté vote pour. Et ça a l'air d'être le cas. Il n'y a pas de vote, encore une fois, mais il y a un support une communauté assez enthousiaste en face, on va le dire comme ça. Et Nono, alors pour revenir sur les optimistiques roll-up en tant que jambe de bois, si assez, la question c'est pendant combien de temps on va boiter quoi concrètement, tu vois, c'est-à-dire si c'est une jambe de bois pour quelques années, probablement que ça vaut le coup. Si c'est une jambe de bois pour quelques mois, là c'est potentiellement moins intéressant. C'est quoi ça, CXIS et CXBTC, Julien KVC, je sais même pas ce que c'est. C'est des trucs de Convex DAO, là, Cortex DAO Cortex DAO, pardon, Convex DAO. Ou c'est encore autre chose. Et sinon, Jason Maximum pour le marathon Stake DAO. J'imagine que tu me connais pas trop. On va le dire comme ça. Les membres français de l'équipe de Stake DAO me bloquent sur Twitter, donc ça va être compliqué de parler avec eux pour organiser un tel marathon. Puis, ouais, je sais pas où on en est, mais je crois pas qu'il y ait non plus. Il n'y a pas eu un intérêt de folie, il me semble. C'est quoi.org, un truc comme ça. Ouais, on en est à combien 8 millions de CRV sur le locker CRV, une blinde d'angle mais qui ne valent pas grand chose sur le angle et des poussières de frax sur le locker frax comme c'était prévu. Donc ouais, pour l'instant, tant que je le vois pas, le locker CRV au-dessus de 15-20 millions, je t'avoue que je pense que ça serait plus une perte de temps qu'autre chose, ce marathon. Alors, CXI, c'est du Celsius I sur Polygon. Tu le déposes sur le L1 Celsius et puis tu le sors sur Polygon pour le mettre dans la pool. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils apportent avec ce wrap? Alors, c'est genre, ça fait un yield chez eux ou Moi, je vous avoue que Celsius, c'est vraiment le truc, comme c'est de la bon gros service centralisé, c'est pas le truc que je suis de très près. Donc, je suis pas forcément non plus quelqu'un qui va pouvoir vous donner des choses extrêmement pertinentes sur ce qu'ils font. Alors, on peut aller voir les pools QuickSwap. Ah là là, QuickSwap. Pardon, je suis sur un clavier QWERTY, c'est un peu la galère. Ne pas faire chez vous ce que je viens de faire là, hein, de googler un protocole DeFi. Ce que vous utilisez pour de vrai, vous les avez en bookmark normalement. Oh, c'est bien, vous avez travaillé les questions aujourd'hui. Alors, Otsun, je la découvre avec toi. Comment contredirais-tu quelqu'un qui affirme la valuation des tokens DeFi est énormément trop grosse car c'est une économie très circulaire? Au final, les seuls jetons pertinents sont les stablecoins et le Wrappis. La pertinence des tokens DeFi est intrinsèquement liée à l'utilité des stables et du Wrappis, sans compter le fait que les plateformes DeFi ne sont pas aussi décentralisées qu'elles veulent le faire croire. Est-ce qu'on le contredit vraiment celui-là Bon, sur la dernière partie, moi je le contredirais pas. Hein. Sur la dernière phrase, c'est précisément l'objet de mon article. Je pense qu'il y a
Voilà, c'est pas fou en termes de décentralisation réelle. Après, il y a un contexte, mais il y a une mauvaise communication en général sur cette partie-là. Euh, Après, le fait que la valorisation soit très circulaire, ça dépend. Euh, Justement, je suis en train de préparer un petit article là-dessus sur ce que j'appelle les tokens qui gagnent un rendement en hard assets, donc en Ether ou en stablecoin, qui viennent des frais de protocole de la plateforme. Parce que ça, en fait, c'est une bonne manière de filtrer un peu ceux qui sont au niveau primaire et qui remplissent un vrai service contre ceux qui peuvent être un peu dans cette économie circulaire, en effet, quoi. C'est-à-dire que du coup, on en pense qu'on veut. Un modèle comme Curve, avec le CRV, produit un vrai service qui va au-delà de juste de la liquidité, mais dont ça en fait partie. Euh, voilà, après, il y a d'autres tokens qui sont à des niveaux beaucoup plus euh, wrappés, beaucoup plus durs à ramener à quelque chose de concret, à des flux monétaires on-chain réels. Et là, c'est là où ça devient plus complexe, quoi. Pour les prêts sous-collatéralisés en DeFi, euh, on en parle, c'est un peu le serpent de mer qui revient. Pour l'instant, ça reste à l'état. Il y en a quelques-uns qui se font, hein, faut pas, mais ça reste dans des situations de marge. Par exemple, en ce moment, il y a le protocole Angle qui prête des euros à d'autres protocoles qui après s'en servent pour faire de l'apport de liquidité sur leur token. Alors, moi, je trouve ça un peu cavalier parce que oui, le prêt coûte pas cher en termes de frais, mais maintenant, le protocole est exposé à l'IL sur son propre token sur un prêt. Donc, voilà, ça dépend de la situation. Si vous êtes bullish sur le prix de votre token, ça peut être un super bon pari pour faire des euros en apportant votre propre liquidité. Mais si le token il tank, bah, ça veut dire que maintenant, vous avez une dette en euros à compenser dans 3 à 6 mois et votre base en euros qui fond comme une neige au soleil en face. Et donc, au moment de la fin du prêt, un écart entre les deux qui peut être assez conséquent. Donc ouais, pour le sous-collatéralisé, point de vue utilisateur et pas protocole, là ce que je te parlais, c'est vraiment en protocole qui vont... Je crois qu'ils passent par Onfido ou des trucs comme ça pour interagir avec Angle et emprunter des euros là-bas, des AJ euros. Euh, pour les utilisateurs, ça a plutôt l'air d'être du côté euh, de ramener on-chain déjà des choses relatives à l'identité, la trust, et après pouvoir utiliser ça comme facteur pour déterminer l'allocation ou non d'emprunt. Donc là, c'est des approches typiquement le Lens protocole pour AV. C'est pas probablement pas pour rien qu'AV se lance sur le social comme ça, parce qu'en fait, c'est un peu un des éléments manquants dans l'équation. Euh, voilà, de réussir à avoir une idée de avec qui tu interagis on-chain euh, et de pouvoir mettre en jeu des réputations, par exemple, si le prêt n'est pas payé. Euh, Julien KVC, tu crois en Ethereum Push Notification Service? Est-ce que tu utilises le protocole? Alors, moi, à mon échelle personnelle, pas trop encore. Je l'ai utilisé pour quelques trucs. Honnêtement, c'est pas mal puisque ça te permet avec ton wallet d'être enregistré pour des notifications sur différents trucs. Il y a de plus en plus de protocoles qui commencent à les intégrer. Bien sûr, il y en a certains où ça fait quand même pas mal de sens. On peut penser à tous les systèmes d'emprunt, par exemple, qui pourraient vous envoyer un petit ping. Attention, tu te rapproches dangereusement de ton seuil de liquidation, ou des choses comme ça. Par contre, en termes utilisateurs, je vous ai... j'ai lancé un channel Token Breeze il n'y a pas longtemps sur EPNS, ce qui vous permet du coup d'être... j'essaie de vous le montrer à l'écran. Ce qui vous permet d'être notifié quand je sors un article sur le blog. Donc ça, c'était une demande qu'on me faisait depuis longtemps. Je vous avoue de le faire en mode monde classique, ça impliquait collecter vos emails pour vous faire un mass mail quand ça part ou des trucs comme ça. Des choses qui ne m'excitaient pas beaucoup. Et là, avec EPNS, j'ai pu faire un flow beaucoup plus propre, on va le dire comme ça. Puisque grosso modo, ça prend sur le RSS de mon blog et quand il y a un nouvel article, ça balance un ping sur le channel en question. Donc voilà, vous me retrouverez ici sur EPNS si vous voulez être parmi les 11 heureux élus qui sont pingés à chaque fois qu'il y a un article qui sort. Et voilà, et du coup, à voir ce que ça va donner à ce niveau-là. N'hésitez pas à me faire votre retour aussi si vous utilisez le service, parce que c'est un peu nouveau pour moi. Euh, alors, on me posait une question sur stablecoin euro, aussi résilient que le USD pour le dollar. Non, pas à ma connaissance.
Les modèles de stable euro, c'est quand même plutôt décentralisé. Des modèles centralisés, hein, pas des modèles décentralisés. Et s'il y a quoi? Il y a Angle qui est quand même basé sur une approche un peu différente. Et le JR, bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'en dehors de ça, voilà, tu vas plutôt être sur le ERS de Stasis ou le RT de Tether. Et même eux, ils n'ont pas des caps non plus très très enthousiasmants. Donc on est encore un peu au premier jour, disons, sur les stable euros. Alors, Moonbatu, pourquoi on Google pas un protocole DeFi? Parce que, bon là je crois que je bloque les pubs sur mon navigateur, mais et ben en fait tu peux te retrouver avec des gens qui achètent des mots-clés en publicité qui correspondent au nom du protocole, mais qui sont en fait pas le protocole, qui sont des vilains petits scammers, qui vont te faire... ouais, non, là il n'y a pas de pub où je bloque les pubs. Et du coup qui vont te faire... qui vont t'envoyer vers un site corrompu euh, pour aller faire tes petites transactions. Euh, voilà, j'arrive pas à te montrer un exemple, hélas, c'est peut-être tant mieux. Mais donc voilà, donc dans l'idée, on évite de faire du googling. Tu peux passer par CoinGecko, par exemple, si tu as un doute sur l'URL d'un site un jour. Et oui, oui, les modèles que je mentionne pour l'euro, ça reste des trucs collatéralisés avec de l'USDC le plus souvent. Donc on a de la centralisation à ce niveau-là. On est vraiment loin d'un niveau de résilience comme celui que peut être LUSD sur le dollar, quoi. Euh, Alors, côté site web, pour être sur EPNS, c'était pas si compliqué que ça. Moi, la chance que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai déjà un flux RSS sur mon blog. Et donc, en fait, les gars de PNS gèrent à partir de là. J'ai juste eu à déployer mon channel. Je crois que c'était 50 DAI et un peu de gaz. Et après, en fait, je leur délègue la capacité à publier sur mon channel. Et j'imagine que de leur côté, eux, ils ont un petit bot assez simple qui, en gros, publie le truc sur leur système à eux dès qu'il y a une nouvelle entrée sur mon flux RSS, quoi. Donc c'est pas moi qui le host, ça c'est dommage. Il y a de la confiance impliquée dans les clips. Et peut-être qu'un jour ils vous enverront des dick pics sur le flux de notification Token Breeze. Et dans ce cas-là, ça m'apprendra à avoir fait confiance. Mais je pense que quand même ça va, ça devrait aller. C'est pas vraiment dans leur intérêt de me pourrir mon channel. Mais en effet, c'est une possibilité. Et sinon, pour le prix sur OP Token, pareil, vous et votre chance, hein. Après, il y a beaucoup d'anticipation sur. Ah non, c'est. Merde, je crois que c'est des crypto. Il y a beaucoup d'anticipation sur cet airdrop. Euh, donc voilà, à voir. Il y a eu pas mal de chasses aux différentes attaques civiles aussi qui ont été faites pour éviter les fameux farmers. Euh, donc pourquoi pas. Après ça, qu'il y a des choses aussi qui peuvent être plus discutables, comme le fait que la structure même de l'airdrop incite à faire tout sur un wallet, ce qui n'est pas génial en termes d'obsèques, mais dans l'ensemble, ça me semble quand même assez bien équilibré. Et voilà, sinon moi je crois que je vais pas tarder à aller manger, comme d'hab le live avant d'avoir les dalles. Ah Nono, non du coup stablecoin euro aussi résilient que le LUSD, non, hein. Mais en fait tu es allé plus loin, tu vois. Il y a même un problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres stablecoin USD aussi résilients que LUSD, et ça c'est un peu chiant, parce qu'en fait sinon on aurait pu faire une pool par exemple LUSD contre cet autre stablecoin très résilient, et pas avoir de compromis au niveau de notre liquidité sur LUSD par rapport à la centralisation de ce qu'il peut y avoir en face. Donc en fait, on a un vrai problème d'œuf et de la poule du point de vue des stablecoins inarrêtables, c'est très bien d'avoir un stable inarrêtable, mais en fait, il en faudrait plusieurs, et surtout, il en faudrait idéalement un bien conçu pour faire l'interface, disons, entre les stables classiques et les stables résilients, quoi. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens ils veulent quand même de la liquidité contre USDC, USDT, généralement. Euh, et c'est pour ça qu'on finit avec un truc qui pourrait sembler complètement antinomique pour commencer, bah, qui est une pool curve et l'USD 3 pool. Où on pourrait se dire, bah, d'accord, super, tu as fait un stable qui résiste à tout, là, qui est anti-sismique, comme tu dis, et après tu me le fous contre de l'USDC et de l'USDT, à quoi ça sert? Bah, le truc, c'est que c'est ce que les gens veulent, quoi. C'est-à-dire que généralement, quand ils cherchent de la liquidité, ils la cherchent contre ces deux tokens-là. Donc, voilà, à ce niveau-là, il y a un équilibre à trouver.
et qui est vraiment qui est un jeu d'équilibrage pas évident. Donc oui, après on pourra aller voir du côté de Fey ou des trucs comme ça, pourquoi pas. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est à voir, c'est à l'étude. Et donc oui, il y a des pool curves euro-dollar. Dans ce cas-là, tu vas être en effet 50-50 en valeur à tout moment entre l'euro et le dollar. Benoît, si c'était bien ça ta question. C'est une pool LP. Alors après, garde en tête que c'est des pool curves, hein, donc il peut aussi y avoir des déséquilibres de pool. Donc là, tu vois, par exemple, on vient de l'ouvrir, elle est plutôt 47, 87%, 52. Donc ça dépend aussi de ce qui va se passer sur la pool au moment où tu retires, quoi. Mais en partant du principe que tu retires à 50-50, ta compréhension est correcte. Ouais. Euh, si, alors pour ta vidéo sponsor sur Vélodrome, ouais, je suis pas très très sponsor, mais à la rigueur c'est le fin du live, on en a bien parlé. Si vraiment on leur apprend des choses, tu peux la mettre dans le chat JCL 87-84. Du moment qu'elle est instructive, ça me va. Que ça chille pas et que ça leur permet d'aller plus loin. Et sinon, je crois que j'ai oublié personne dans les questions. Donc ouais, je te laisse mettre ton lien tranquillement. Et moi, je pense que je vais vous laisser pour aller manger. Et donc, comme je disais, pour l'equity, on va faire d'autres sujets pour en parler. Probablement y avoir un petit marathon un jour. Je vais voir exactement comment je m'organise. Et on discute aussi d'un petit événement DeFi France à venir sur les stablecoins, où je pense que du coup, il y aura au moins potentiellement un talk sur l'equity, que je serais ravi d'assurer si c'est le cas. Euh, donc, ça sera aussi l'occasion d'en apprendre plus. Mais il y a toujours ce petit article de blog que je vous ai partagé tout à l'heure. Et du coup, ça vous permettra d'avoir les bases. Voilà, alors il y a dans le chat, on vient de nous mettre la petite vidéo sur Vélodrome, allez. Ah super, ok, tu nous as fait un dive de 25 minutes en français. Bon bah c'est parfait, donc pour ceux qui n'auraient pas eu assez sur Vélodrome, qui veulent aller plus loin, a priori vous avez une autre vidéo qui vous explique tout ça. Et du coup moi je vous laisse avec soit le Grand Prix apparemment, soit cette petite vidéo sur Vélodrome. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine fois où j'aurai un endroit avec une belle collection pour vous faire un petit stream. Allez, bon après, bon dimanche.